le nerf de la guerre. Alors, quand on voit la première puissance mondiale signer un accord sur le nucléaire civil avec une nation qui n'a pas un seul gramme d'uranium dans son sous-sol, il y a de quoi se poser des questions. Ah ça oui, c'est pour le moins paradoxal. Surtout quand juste de l'autre côté de la frontière de cette nation, il y a la République démocratique du Congo, la RDC. Un pays qui abrite l'un des plus grands gisements miniers au monde. Il y a une faille logique massive, en fait. Tout à fait. Pourquoi ignorer la source pour s'associer avec un intermédiaire complètement vide? C'est vraiment l'énigme au centre de notre exploration d'aujourd'hui. Et cette énigme, on va l'aborder à travers un prisme hyper spécifique. On se base aujourd'hui sur un document unique, une note vocale politique qui date du 28 mai 2026. Ouais, un format assez brut du coup. Exactement. Son auteur, c'est Aljaï Rajabo Mbira Tababo Soboro. C'est le président national du parti politique congolais qui s'appelle Congolais Unis pour le Changement, ou le CUC. Et en fait, il propose une grille de lecture assez saisissante pour expliquer cette manœuvre. Une manœuvre qui implique pas mal de monde, hein? Oui, ça implique les États-Unis, le Rwanda, la RDC, et ça s'étend même jusqu'à l'Iran. Rien que ça. Alors je précise tout de suite, le but de notre analyse aujourd'hui, c'est absolument pas de valider ou de prendre parti pour ces affirmations. On est là pour décortiquer cette perspective. Voilà, on lit la carte qu'on nous donne. C'est ça, on veut voir comment un parti d'opposition analyse les ondes de choc au niveau local qui sont créées par des décisions internationales. Alors commençons par ce fameux accord. Le point de départ, ouais. Les notes affirment que Washington a signé un accord sur le nucléaire civil avec le Rwanda de Paul Kagame, enlevant au passage certaines sanctions qui pesaient contre le pays. Et j'ai beaucoup de mal à qualifier ça de pragmatisme américain, comme le suggère le document. Ah bon? Pourquoi? Si le Rwanda n'a pas d'uranium, comment signer un accord avec eux peut sécuriser l'accès américain à quoi que ce soit? C'est comme si un grand restaurateur décidait de s'associer avec un chef qui a aucun ingrédient dans sa cuisine, tout en ignorant la ferme géante juste à côté. C'est une super métaphore, ouais. Si on s'en tient à une lecture stricte des frontières, ton argument tient totalement la route. Mais le document du CIJQ décrit une réalité où les frontières officielles, elles sont poreuses. Voire inexistantes pour certains trafics. C'est ça, elles sont presque illusoires pour les flux de capitaux et de minerais. Le terme de pragmatisme géopolitique utilisé ici, il renvoie à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Et ce, peu importe la morale ou la légalité de ces chaînes en fait. Surtout que jusqu'à cet accord, les États-Unis accusaient carrément le Rwanda d'agression contre la RDC et de pillage de ses ressources. Ouais, ce qui rend le revirement encore plus dingue. Grave. On sanctionne un pays pour pillage, puis on lève les sanctions pour signer un accord nucléaire basé justement sur ses ressources pillées. Je veux dire, c'est cynique au possible. C'est toute la mécanique de la réelle politique que dénonce le parti, le CUC. Face aux immenses enjeux énergétiques, les États-Unis auraient fait un calcul hyper froid. Du genre, la fin justifie les moyens? Exactement. Le marché mondial a besoin de ces minerais critiques. Or, si le pays d'origine, donc la RDC, est perçu comme incapable d'assurer une extraction sécurisée, une superpuissance va chercher l'intermédiaire le plus stable dans la région. Même si cet intermédiaire s'approvisionne de manière totalement illégale. C'est un peu l'équivalent géopolitique d'utiliser un VPN, tu vois. Un VPN, développe. Oui, un réseau privé virtuel pour naviguer sur Internet. La donnée, ou dans ce cas précis le minerai d'uranium, provient bien de la RDC. Mais en le faisant transiter physiquement par le Rwanda, on lui donne une nouvelle adresse IP diplomatique, quoi. Ah ouais, je vois très bien. Ça permet aux acheteurs internationaux de, entre guillemets, télécharger la ressource sans interagir directement avec le bazar ou l'instabilité de la source originelle. L'analogie du VPN est hyper juste pour comprendre ce mécanisme de blanchissement. Le Rwanda agit vraiment comme un serveur proxy selon le document. En levant les sanctions, Washington légitime juste ce proxy pour s'assurer que le flux ne s'arrête pas. Mais attends, pourquoi les Américains auraient ressenti une telle urgence soudainement? Pourquoi ce besoin précipité de légitimer ce proxy rwandais et de contourner la RDC? C'est là que ça devient vraiment intense. Ouais, parce que le document ne parle pas juste d'une banale transition énergétique, il pointe vers un catalyseur beaucoup plus alarmant, une vraie crise de sécurité mondiale en fait. Tout à fait. Selon la note, tout part d'une annonce hyper spécifique. L'Iran aurait déclaré publiquement posséder 15 bombes nucléaires. 15? Ah ouais, c'est pas rien. Non, c'est énorme. Et toujours selon le succès, cette revendication aurait immédiatement déclenché une série d'enquêtes approfondies des renseignements américains. Et devine où ces enquêtes mènent. Directement au sous-sol congolais, j'imagine. Exactement. En plein dans le mille. La note précise que l'uranium proviendrait de la province du Haut-Katanga, en RDC,
Ensuite, ce matériel aurait transité par l'Angola, puis par la Turquie, pour finalement arriver en Iran. C'est le trajet décrit, oui. Mais attends, il faut qu'on fasse une pause ici parce qu'il y a un point technique qui me chiffonne. Un gisement minier, ça produit pas des bombes prêtes à l'emploi. Non, bien sûr, c'est de la matière brute. Voilà, on extrait de la roche, on en fait souvent du yellow cake, une poudre concentrée, mais tu mets pas ça dans une ogive directe. Il y a une étape industrielle massive d'enrichissement qui est un peu zappée dans cette phrase. C'est une distinction cruciale et c'est ce qui montre l'ampleur de la faille de sécurité. Les services de renseignement, dans ce scénario, ils pistent pas des ogives nucléaires qui sortent de la jungle prêtes à exploser. Ce serait un peu trop un film de James Bond. C'est clair. Non, ils pistent des flux colossaux de matière brute. Pour que l'Iran puisse enrichir assez d'uranium dans ses centrifugeuses pour 15 bombes, il faut des quantités astronomiques de minerais au départ. Ce qui rend la logistique de cette contrebande d'autant plus dingue. Je veux dire, comment des milliers de tonnes d'uranium brut peuvent traverser des frontières, des océans et 3 continents sans déclencher la moindre alarme? C'est la grande question. On parle pas d'une valise égarée à l'aéroport ou de quelques diamants cachés dans une doublure de manteau, là. C'est des cargos entiers. Le mécanisme repose sur un brouillage douanier et de la falsification à une échelle industrielle. Le minerai brut d'uranium est souvent dissimulé ou faussement déclaré comme un autre minerai. Genre du cuivre ou du cobalt. Exactement, la région en regorge, donc ça passe inaperçu. Ensuite, le transit par l'Angola permet d'accéder à des ports maritimes majeurs. Et puis, la Turquie est mentionnée comme plaque tournante. Bah oui, géographiquement et commercialement, c'est le grand carrefour entre l'Orient et l'Occident. C'est l'endroit parfait pour que des sociétés écrans rachètent la cargaison. Et modifient les bordereaux d'expédition, oui. Ils font disparaître l'origine congolaise sous une montagne de paperasse légale et paf, ils expédient le tout vers Téhéran. C'est du blanchiment commercial pur et dur. C'est exactement le principe. Et c'est là que se trouve le vrai choc pour les États-Unis, selon l'analyse du parti CUC. Si l'Iran a pu se procurer ces quantités via ce réseau tortueux, ça prouve une chose. Une faille béante dans la sécurité de l'État congolais. Voilà. Pour Washington, sous la présidence de Félix Tshisekedi, la RDC est devenue une passoire sécuritaire totale. L'État ne contrôle plus rien. Du coup, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, la réaction américaine s'explique. S'ils constatent que le minerai congolais alimente le programme nucléaire de leur pire adversaire stratégique, leur priorité c'est de verrouiller la région. Coûte que coûte. Et s'ils estiment que Kinshasa en est incapable, ils se tournent vers le voisin, le Rwanda. Ils lui sous-traitent le contrôle de la région minière via cet accord nucléaire. C'est brutal quand même. Encore plus loin dans son diagnostic en fait. Comment ça? Si des quantités industrielles d'uranium ou d'or sortent du pays, tu peux pas juste mettre ça sur le dos de pilleurs externes ou d'un manque de surveillance. Le volume lui-même exige une infrastructure, des autorisations. Un aveuglement volontaire des douanes, quoi. Exactement. Ce qui amène à l'accusation la plus lourde de cette note vocale, la complicité interne. D'accord, donc le vol vient pas que de l'extérieur. Non, les portes sont grandes ouvertes de l'intérieur. Le document pointe directement du doigt des acteurs politiques à l'intérieur du système congolais. Des gens censés protéger le pays. Absolument. Des réseaux nationaux, souvent liés aux élites, seraient les véritables moteurs de cette exploitation illégale. Ils faciliteraient l'expédition vers l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Ouganda, le Burundi et bien sûr le Rwanda. Ce qui explique comment le Rwanda a pu développer une vraie industrie de raffinage sans avoir les mines. C'est comme un coffre-fort dont les gardiens feraient des doubles de la clé pour les distribuer aux voisins. Très belle image, ouais. Le problème, c'est plus seulement le voisin, c'est le gardien. Un pays ne construit pas des raffineries d'or de classe mondiale s'il n'a pas la garantie que la matière première va affluer. Exactement. C'est la création délibérée d'un pôle industriel rwandais basé sur le pillage de la RDC. Mais pourquoi des politiciens congolais participeraient à la destruction de leur propre économie pour enrichir un voisin ennemi? C'est suicidaire à long terme. La note du CUC l'explique par une cupidité systémique immédiate. Pour une faction de la classe politique, c'est beaucoup plus rentable et surtout plus rapide de prendre une grosse commission occulte sur la contrebande. Plutôt que de bâtir une vraie industrie locale. Voilà. Payer des impôts, assurer des conditions de travail décentes, gérer le marché mondial, ça prend du temps. Là, l'enrichissement personnel devient le seul horizon. C'est une sous-traitance complète de la souveraineté économique, c'est fou. Pendant que les Occidentaux sécurisent leurs approvisionnements pour l'avenir, l'élite congolaise braderait le sous-sol pour un gain privé à court terme. Et selon la note, cette trahison institutionnelle, elle a carrément atteint un point de non-retour avec la signature d'un document spécifique. Un document tenu dans l'ombre. Ah, on arrive au fameux accord secret.
Ouais. Le CUC affirme l'existence de ce qu'ils appellent l'accord de Washington. Selon la note, cet accord aurait été signé en grand secret le 4 décembre 2025 par le gouvernement de Félix Tshisekedi. Et les termes sont hallucinants, si j'ai bien compris. Vertigineux. Le gouvernement congolais aurait cédé aux États-Unis l'exploitation de la totalité de ses richesses minières pour une durée frôlant le siècle. Un siècle? Ouais. Toute l'exploitation... Attends, je dois avouer que je bloque là-dessus. Soyons rationnels 2 secondes. Un traité secret d'un siècle qui engage toutes les ressources d'une nation de 100 millions d'habitants. Je sais, ça paraît énorme. Mais à l'ère d'Internet, des satellites, des lanceurs d'alerte, logistiquement et politiquement, un tel accord est impossible à maintenir secret. Ça fuiterait dans la minute. Ton scepticisme est totalement justifié. Sur le plan diplomatique, c'est hautement improbable qu'un tel document existe physiquement et lie légalement les deux pays pour 100 ans sans être contesté. Bah oui, ça n'a pas de sens juridique. Mais en fait, la faisabilité juridique de ce traité, c'est pas le vrai sujet de la note. D'accord. Ce qui compte, c'est ce que cette rumeur représente dans l'inconscient collectif ou dans le débat public congolais. C'est ça chaud. Précisément. L'auteur utilise cette affirmation pour illustrer une angoisse viscérale. L'idée d'un accord secret sur un siècle, ça cristallise la peur d'une dépossession totale de la souveraineté. C'est le symbole du dysfonctionnement. Voilà. Le CIU s'en sert pour démontrer que le gouvernement chercherait à acheter une assurance vie politique. En gros, en offrant le pays à une superpuissance, les dirigeants espèrent une protection pour s'éterniser au pouvoir. Et ne plus jamais avoir à se soucier de l'opinion de leur propre population. D'ailleurs, la note précise que l'Assemblée nationale n'aurait jamais été consultée. Non, jamais. Les députés n'y auraient même pas accès. C'est fascinant comme erreur de calcul si on y pense. Comment un gouvernement peut-il penser qu'un tel accord tiendrait s'il contourne carrément l'Assemblée nationale, qui représente le peuple, c'est l'effacement total des institutions? Et ça nous amène à un concept super important théorisé par le CUC dans ce document, la confusion dramatique entre le service public et le service privé. C'est-à-dire? Le parti fait vraiment le procès d'une classe dirigeante qui gère l'État comme une épicerie ou une entreprise familiale. Ah ouais. Quand l'État devient une propriété privée, la notion même de rendre des comptes disparaît complètement. C'est exactement le cœur du problème. Le texte souligne que ces dirigeants prennent des décisions unilatérales colossales. Ils vont jusqu'à évoquer la vente de terres ou d'entités territoriales entières en secret. C'est délirant. Ils oblitèrent le devoir de redevabilité. C'est de l'obligation de justifier ses actes devant les citoyens, quoi. Le postulat du CUC, c'est que cette élite se croit purement et simplement intouchable. Bon, si on regarde la situation globale décrite par la source, on a l'impression d'une mécanique infernale. T'as des puissances étrangères qui captent les ressources, un réseau de contrebande intraçable et une élite qui utilise l'État comme distributeur de billets. Un tableau bien sombre. Ouais. Grave. Face à un système aussi corrompu, on s'attendrait à ce que ce parti d'opposition propose une solution hyper radicale, genre une révolution ou la nationalisation militaire des mines, non? Eh bien non. Et c'est là que le document opère un virage argumentatif vraiment inattendu mais hyper cohérent avec son diagnostic initial. Vas-y, dis-moi tout. Le CUC ne propose aucune solution militaire ou technique rapide. Pour eux, le désastre minier, c'est qu'un symptôme. La vraie maladie est ailleurs. Le diagnostic pointe vers quoi, du coup? Une défaillance de la société elle-même? C'est ça. Le parti affirme que le problème fondamental, c'est pas le manque de diplômes universitaires prestigieux chez les dirigeants. C'est pas un manque d'ingénieurs. Le mal rongeur, selon leurs propres termes, c'est une carence de l'éducation de base. Une disparition du civisme, de l'éthique. Oui, une vraie perte des valeurs morales. Et on atterrit sur l'importance de l'éducation civique à l'école. C'est un grand écart, mais qui a du sens. C'est ça. Avoir fait de longues études, ça prémunit pas contre la corruption si ta boussole morale est cassée dès le départ. La note fait le constat que l'intégrité personnelle a été totalement zappée de la formation des politiques actuelles. Du coup, c'est quoi la solution concrète proposée par ce leader du CEC qui est présenté comme un visionnaire dans l'audio? Ce retour aux fondamentaux, c'est la pierre angulaire de sa vision. Pour restaurer l'État, il faut restaurer le citoyen. Il propose un encadrement strict de la jeunesse. Et surtout, la note met un point d'honneur sur l'éducation des filles. Ah oui, il cite un adage dans le texte, c'est ça? Oui. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. C'est fort. En éduquant les futures mères, le parti espère en fait infuser le civisme à l'échelle du foyer familial, pour que ces valeurs remontent ensuite dans toutes les strates de la société. Jusqu'au sommet de l'État, ouais.
Mais c'est un projet sur plusieurs générations, ça. Ça montre bien que le CUC ne croit absolument pas en une réparation rapide du système actuel. Non, c'est une approche sur le long terme. Mais elle s'accompagne d'un avertissement assez cash adressé à l'élite en place. La philosophie du parti est résumée par une autre formule du texte: les institutions restent, les hommes passent. Le message a le mérite d'être clair. Le sentiment d'impunité actuel, c'est juste une illusion temporaire. C'est la vraie promesse de cette note vocale. Le CUC prévient que les dirigeants actuels, ceux qui bradent les ressources, finiront un jour par devoir répondre de leur gestion devant la justice et devant le peuple. En gros, la récréation va bientôt se terminer. C'est un peu l'idée, oui. En parcourant l'analyse de ce parti, c'est fascinant de voir comment des décisions géopolitiques lointaines viennent percuter de plein fouet la politique intérieure d'un pays. Tout est interconnecté. Totalement. De la rumeur d'un flux d'uranium qui alimenterait l'Iran en secret jusqu'à ce pacte cynique entre Washington et Kigali, tout converge selon le CUC vers une crise profonde de la gouvernance et de l'éthique en RDC. Une crise dont la seule vraie issue serait une refondation complète de la conscience citoyenne, oui. Pour clôturer, face à la complexité vertigineuse de tout ça, tu dirais quoi? Quelle est la réflexion de fond qu'on peut en tirer? Je dirais qu'à une époque où la transition énergétique mondiale dépend entièrement de minerais critiques, on peut se poser une question assez vertigineuse. Je t'écoute. Une nation riche en ressources peut-elle espérer maintenir sa souveraineté si l'appétit géopolitique mondial pour ses richesses avance toujours plus vite que la construction de son propre système d'éducation civique? Waouh! C'est l'ironie tragique de la malédiction des ressources, en fait. La matière première attire le monde entier, mais sans les remparts de l'éthique et de l'éducation, l'État s'effrite de l'intérieur sous la pression. C'est exactement le drame décrit par ce document. Eh bien, merci d'avoir suivi cette plongée détaillée au cœur de cette source et des mécanismes politiques qui façonnent l'ombre des relations internationales. Face à de tels enjeux, garder un esprit critique reste vraiment notre seul rempart. À très bientôt pour une nouvelle exploration de sources.